Oui, tu vas nous faire une présentation sur la reconnaissance du droit d'accès à la nature, sur lequel nous allons ensemble créer un comité scientifique international et travailler tout au long de l'année prochaine. Donc, je te donne la parole pour ouvrir la voie sur ce thème. Tu vas Alors, dire. est-ce que tout le monde m'entend? Oui? Bon, super. Alors, bon, je suis ravi déjà de voir que je suis encore dans la catégorie jeune chercheur et pour cela, déjà, Émilie, merci beaucoup, je m'en réjouis. Alors, permettez-moi d'abord de vous dire à quel point je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour réfléchir sur ce que sont les droits de l'homme, sur leur sur ce qu'ils pourraient être demain. Et à ce titre, j'adresse naturellement mes remerciements à la chaire Normandie pour la paix et plus particulièrement à Émilie pour cette invitation. Merci, Émilie. Alors, effectivement, j'ai la charge de vous parler du droit ou d'un éventuel droit d'accès à la nature. Et comme le laisse envisager le titre de mon intervention, un tel droit n'existe pas vraiment, en tout cas pas proprement parlé aujourd'hui, en tout cas pas partout et pas forcément en tant que tel. Alors, ce sujet sur lequel je travaille depuis un moment a été sous le feu des projecteurs récemment en France. En effet, à cause du confinement et de la restriction des mouvements de loisirs dans un périmètre de 1 kilomètre autour de son domicile, certains ont saisi le juge administratif français afin qu'il y voie une violation de leur droit d'accès à la nature, droit qui n'est pas reconnu pour le moment en France. Et la démarche n'aboutira pas pour la simple et bonne raison que la requête devint sans objet, l'attestation ayant changé. Mais tout de même, cette démarche n'en demeure pas moins intéressante et même curieuse. Après tout, n'est-il pas naturel pour l'homme, en tant qu'être vivant, d'accéder à la nature? Sortir, prendre l'air à l'extérieur. Non seulement cela ne devrait pas être un privilège, mais en plus, est-ce que ce ne serait pas déjà une application de ce droit, même implicite, d'accès à la nature? Et la question est intéressante, elle est même passionnante pour trois raisons. D'abord, parce qu'un tel droit n'existe pas vraiment aujourd'hui en tant que tel. Ensuite, parce qu'on pourrait tout de même y déceler des traces ici et là. Et enfin, parce qu'il pourrait faire l'objet d'une reconnaissance explicite. Trois temps, donc, et j'essaierai de respecter les 10 minutes qui me sont allouées. Alors, je le disais, ce droit n'existe pas aujourd'hui en tant que tel, et mesurer l'ampleur du vide n'est pas bien difficile. D'abord, au plan international. Au plan international, le droit d'accès à la nature n'est reconnu par aucune institution ou aucun texte. On ne trouvera rien dans les pactes de 1966, donc relatifs aux droits civils et politiques, mais aussi relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, qui ne le mentionnent pas en tant que tel, j'insiste. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 non plus, on le disait tout à l'heure, il n'était pas question d'environnement à l'époque, et on ne trouvera rien non plus tant dans la déclaration de Stockholm de 1972 que dans la déclaration des droits des peuples autochtones de 2007. Au plan régional, le même constat est possible, que ce soit au niveau africain, américain ou européen. Et au plan national, la quasi-totalité des ordres juridiques nationaux, y compris en France, sont silencieux sur cette question. En revanche, un petit nombre d'États le reconnaissent et font figure d'exception. C'est le cas notamment de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, avec des concepts d'allemansratten, pardon si ma prononciation est hasardeuse, qui sont à l'origine d'une liberté d'errer, a right to roam, et cela est dû à la tradition scandinave d'une vie au grand air, le friluftsliv, prononciation encore plus hasardeuse que les termes précédents. Alors, comment expliquer cet état, comment expliquer cette teneur du vide? Trois explications au moins sont possibles selon moi. D'abord, parce qu'un tel droit relève et relevait sans doute d'une certaine évidence. Après tout, l'homme étant créature de son environnement, pour reprendre les termes de la déclaration de Stockholm, il est difficile de concevoir une déconnexion entre lui et la nature.
Dès lors, il n'était pas forcément nécessaire d'y penser. Après tout, il n'y a rien de plus naturel que de respirer de l'air ou de se promener, par exemple. D'où l'absence de mobilisation autour de ce sujet et donc une absence de reconnaissance de ce droit. Deuxième explication, sans doute, d'autres sujets ont davantage attiré l'attention. L'homme n'est pas seulement créature, il est aussi créateur de son environnement, deuxième partie du mot de la déclaration de Stockholm. C'est-à-dire qu'il en affecte également la qualité, ce qui peut être préjudiciable aussi bien à l'environnement qu'à lui-même. Et dès lors, d'autres droits sont apparus plus nécessaires, plus indispensables. Il s'agit là surtout bien évidemment du droit à un environnement sain, le droit à un environnement d'une certaine qualité, équilibré, respectueux de la santé, pour reprendre l'article 1er de la Charte constitutionnelle de l'environnement. Et peut-être aussi, troisième explication, c'est parce qu'il était bien commode d'éviter de songer à un tel droit d'accès à la nature, qui pourrait être source de difficultés. Comment concilier un tel droit avec le droit de propriété qui imprègne la quasi-totalité, la totalité des ordres juridiques aujourd'hui, lorsque ces droits portent sur des éléments naturels. En France, on connaît cette problématique avec les forêts, par exemple. Alors, heureusement ou malheureusement, selon le point de vue, les temps changent et aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'accès à la nature pouvait n'être qu'un privilège de quelques-uns, puisque tout le monde peut ne pas avoir accès à la nature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il était envisageable de couper, de séparer l'homme de la nature, de le séparer d'elle. Et ici, on voit bien que je parle de la nature et non pas de l'environnement. On peut tout à fait avoir droit à un environnement urbain, par exemple, et ce n'est pas véritablement un droit d'accès à la nature stricto sensu. Alors, le regard se porte sur les nouveaux droits, pour reprendre l'expression qu'avait employée le professeur Prieur en 2005 dans un tout autre contexte. Et on peut se demander aujourd'hui si un tel droit, en tout cas si la reconnaissance d'un tel droit n'est pas indispensable. En tout cas, on peut même se demander si elle est nécessaire, puisqu'on pourrait déceler des traces de ce droit ici et là dans les différents ordres juridiques. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de droit d'accès à la nature en général, il y a plusieurs indices qui permettent de le trouver ici et là. Je vais vous en donner 7. C'est loin du raisonnement binaire que l'on connaît en France en droit, mais enfin, j'essaierai d'être clair. Alors, premier indice, premièrement, les droits d'accès à la nature sont parfois reconnus sur une ressource particulière. On mentionnait le droit à l'eau, par exemple. Le droit à l'eau, c'est quand même le droit d'accès à une composante qui a une effectivité toute relative, certes, mais on pourrait le rattacher au droit à la santé. Et la santé, si on élargit encore la perspective, la santé mentale notamment, peut exiger un accès à la nature. Dans la même lignée, il serait possible de songer au droit au bien-être, largement développé par l'UNICEF en lien avec le droit à l'éducation, qui peut également induire un accès à la nature. Plus fondamentalement, peut-être le droit à un environnement sain, qui avait d'ailleurs servi de support au référé qui avait été introduit en France récemment. Il n'est pas impossible d'y rattacher l'accès à la nature au terme d'une interprétation constructive, d'autant que ce droit est reconnu dans bon nombre d'ordres juridiques. Cela a déjà été suffisamment rappelé aujourd'hui. Troisièmement, il est aussi possible de songer au droit à la culture. Le droit à la culture des communautés locales et autochtones, par exemple, parce que si on reconnaît le droit à la culture et que de cette dernière dépend une identité, que cette dernière est tributaire de la nature, on pourrait songer à des savoirs et pratiques traditionnelles, par exemple. N'est-il pas possible d'affirmer qu'un tel droit à la culture, qu'un tel droit à l'identité contient de façon intrinsèque un droit à la nature, un droit d'accès à la nature? Quatrième indice, en changeant à peine de perspective, ce droit est aujourd'hui reconnu pour d'autres sujets que l'homme. Les États, par exemple, qui ont le droit d'avoir accès aux ressources naturelles. Alors, dans une certaine mesure, avec le dispositif de partage qui est prévu par la Convention sur la diversité biologique de 1992 et son protocole de Nagoya intervenu en 2010. L'humanité
également un droit d'accès à la nature. En témoigne le concept, bon, assez peu mobilisé, mais quand même mobilisé, de patrimoine commun de l'humanité que l'on retrouve dans la Convention de Montego Bay de 1982, par exemple. Ne serait-ce pas là le droit de l'humanité aux ressources naturelles et à leurs utilités. Les générations futures, également. Le concept de développement durable, par exemple, nous dit que les générations futures ont le droit de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Je fais simple. Est-ce que ce ne serait pas, là encore, un droit d'accès à la nature reconnu au profit des générations futures? On peut y réfléchir. Cinquièmement, on arrive à la fin, je vous rassure, il existe aussi des mécanismes très intéressants. Émilie posait la question tout à l'heure, est-ce que tout doit être fait par les droits? Eh bien, l'accès à la nature peut être garanti par d'autres mécanismes qui ne relèvent pas des droits fondamentaux. On pourrait songer aux servitudes environnementales, par exemple, en France, pour accéder, en tout cas sur le littoral, il y a une servitude qui pourrait, d'une certaine façon, parvenir au même effet que, en tout cas pour les plages, parvenir à un droit d'accès aux plages. Droit d'accès à la nature qui, par ailleurs, est également une composante, enfin, pourrait être une composante de la liberté d'aller et venir, qui a une valeur constitutionnelle en France aujourd'hui. Sixièmement, et là, je serai peut-être plus simple et l'argument pourrait être d'autorité en réalité. Est-ce que l'accès à la nature, ce n'est pas tout simplement une liberté de l'homme? Et est-ce que ce droit ne se rattacherait pas à la liberté? Est-ce qu'elle ne relèverait pas de l'ontologie de l'homme, non pas comme animal social, mais comme être vivant, tout simplement? Et septième indice, peut-être, c'est un argument là qui sera comparatiste, c'est que certains États l'ont fait. Et je dirais même qu'en France, depuis peu, en tout cas sur une partie du territoire français, outre-mer, là où les regards se portent peu, ce droit a été reconnu le 30 juin 2020 en Nouvelle-Calédonie, dans la province des îles Loyauté, puisque le code de l'environnement de la province des îles Loyauté est relativement récent, donc il a été enrichi le 30 juin, où l'on reconnaît à chacun le droit d'avoir accès à la nature. Chose qui n'est pas possible en France. C'est-à-dire que si en France, vous avez un propriétaire qui dispose d'une forêt sur laquelle il a un droit de propriété, il pourrait tout à fait fermer l'accès, empêcher l'accès à cette forêt. Donc, on fermerait l'accès à cette ressource. Alors, je conclurai peut-être pour dire que si cette reconnaissance est possible, il ne faut pas oublier que tout droit, surtout nouveau, comporte sa part de mystère et se confronte à des limites. Alors, je le disais tout à l'heure, est-ce que le droit de propriété qui s'exerce sur des éléments de la nature, est-ce que ce n'est pas un droit de fermeture? Bon, d'autres ont déjà parlé d'un droit de détruire, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un droit de fermeture? Est-ce que la surfréquentation des sites naturels qui exigerait leur fermeture ne serait pas une limite à un tel droit d'accès à la nature? Mais on le sait aujourd'hui de toute façon qu'aucun droit n'est absolu, pas même le droit de propriété quand vise la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin, la dégradation, voire la disparition de l'environnement. Est-ce que ce n'est pas une atteinte à ce droit d'accès à la nature? Et là, on est plus sur une réflexion conceptuelle peut-être, parce que l'accès à la nature n'est possible que tant qu'il y a une nature finalement. Et là, c'est intéressant parce qu'il en résulterait de ce droit d'accès à la nature une responsabilité de protéger l'environnement, ce qui ferait de ce droit d'accès à la nature peut-être un fondement supplémentaire de protection de la nature. Et c'est ici que j'en termine. Merci.